Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Annie Genevard, députée du Doubs et secrétaire générale des Républicains. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Inexcusable, inexcusable et inexplicable. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour commenter immédiatement la mort de Naël, 17 ans, par un policier. Est-ce que le chef de l'État aurait dû avoir un peu plus de retenue ou il a eu raison de prononcer ces mots hier ? Moi, je crois que le rôle d'un responsable politique, c'est de ne pas alimenter tout ce qui peut susciter la révolte. On voit bien que la situation est très tendue. Il y a eu encore beaucoup de désordre cette nuit. Donc, chaque mot doit être pesé. Et vraiment, le rôle du responsable politique est d'être extrêmement prudent. Dans cette affaire terrible, la mort de ce jeune suscite évidemment de l'émotion. Et moi, j'ai beaucoup de compassion pour sa famille. Mais c'est à la justice de déterminer les circonstances de ce décès. Et toute parole politique qui laisserait à penser que la police n'a pas fait son travail ou que, à l'inverse, ce jeune, d'instrumentaliser une guerre des jeunes des banlieues contre les forces de l'ordre, tout ça est éminemment dangereux. Donc, prudence. Moi, je ne veux pas entrer dans la polémique de qui, des propos du président de la République ou de la Première ministre, parce que je crois la Première ministre qui a réagi, peut-être avec un petit peu plus de retenue. Avec un peu plus de mesures, mais je pense que véritablement... Donc Emmanuel Macron est allé trop vite quand même, selon vous, alors, avec ces deux mots là. Moi, je pense que, d'ailleurs, ça a suscité beaucoup d'émoi chez les policiers qui font un travail extraordinairement difficile, parce que ces refus d'obtempérer quand même se multiplient dans des proportions incroyables. Le jeune qui est mort en était à 3 dans la semaine, je crois, de refus d'obtempérer. Mais est-ce que ça vaut une balle dans la poitrine ? Bien sûr que non, ça ne vaut pas davantage la mort d'un policier. Je rappelle qu'il y a aussi des policiers qui sont morts à l'occasion de refus d'obtempérer. Dans le même temps que ce jeune était tué, une famille a été victime d'un épouvantable accident à la suite d'un refus d'obtempérer par quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Et une famille de 4 personnes, 2 personnes sont mortes, la mère et un enfant, et le père et un autre enfant. Je ne sais pas si c'est au même moment, mais c'est quasiment dans la même période. Le refus d'obtempérer, c'est vraiment la marque d'une mise en cause de l'état de droit. C'est gravissime. C'est gravissime quand ce sont des policiers qui en meurent. C'est gravissime quand ce sont des conducteurs, des jeunes de surcroît qui en meurent. C'est gravissime quand ce sont des victimes collatérales qui en meurent. Par rapport, Annie Genevard, par rapport justement à la réaction politique, il y a eu une minute de silence qui a été observée à l'Assemblée nationale hier. Est-ce que vous y avez participé ? Alors moi, je n'étais pas dans l'hémicycle à ce moment-là. Volontairement ? Ah non, pas du tout. Non. J'avais un rendez-vous. Je suis arrivée en séance juste après. C'était justifié ou pas ? Écoutez, je pense que les minutes de silence, évidemment, la mort de ce jeune a suscité une grande émotion. Les images qui ont circulé provoquent un choc évident. Maintenant, les images ne valent pas une enquête précise. Je pense que dans les minutes de silence, il faut être prudent, parce qu'il ne faut pas en oublier. Quand on commence à en faire, est-ce qu'on a fait une minute de silence à chaque fois qu'un policier est mort dans un barrage non respecté ? Voilà, donc il faut faire attention, parce que dans cette démarche donc qui est quand même la présidente de l'Assemblée nationale a eu tort. Non, je ne dis pas qu'elle a eu. Je ne dis pas qu'elle a eu tort. Je ne dis pas qu'elle a eu tort. Je dis simplement que c'est un moment quand même très solennel, une minute de silence. Les députés se lèvent, l'ambiance est lourde et grave, et que si on les multiplie, il ne faut oublier personne dans cet acte-là. Oui. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de vivre dans une France qui est coupée en deux ? Alors, véritablement, on voit bien que beaucoup de choses sont l'objet d'une perte totale de contrôle. Un jeune de 17 ans, au volant d'une voiture, donc d'une grosse cylindrée, alors qu'il n'a pas le droit de conduire, ne s'arrête pas devant un policier en armes. Ça en dit long quand même sur la fracture, la perte de sens de l'autorité.
En plus, on voit bien que les désordres qui se sont produits cette nuit et la nuit passée, on s'en prend à quoi? Au commissariat de police, évidemment, aux écoles, aux bâtiments publics qui sont là pour le bien commun, pour l'intérêt de tous. Donc, il y a véritablement des fractures énormes dans la société aujourd'hui, et moi, je trouve ça très alarmant. La situation est très alarmante. La crainte d'un embrasement de certains quartiers qui se poursuit. Mais alors, comment faire pour rétablir ce calme? Alors, je pense que il y a cette situation ponctuelle qui impose effectivement qu'on fasse tout pour éviter que les choses ne s'embrasent. Mais au-delà de ça, il faut s'interroger sur un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans la chaîne pénale. Aujourd'hui, on ne peut pas incarcérer parce qu'on n'a pas assez de places de prison. Emmanuel Macron, dans ses 2 campagnes présidentielles, avait promis la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Parce que l'absence de places de prison écrase complètement la chaîne pénale. On ne peut pas incarcérer des gens qui devraient l'être. Et donc ça pose un énorme problème. L'inexécution des peines dans notre pays. Quand vous êtes un délinquant et que vous êtes à peu près certain que votre peine ne sera pas exécutée, comment voulez-vous que l'état de droit, que l'ordre public soit respecté lorsque la certitude de la peine n'est pas là? Donc c'est vraiment, ce sont des choses profondes, des réformes de fond qu'il faut entreprendre. Pour la justice, bien sûr, mais aussi peut-être pour la police. Est-ce qu'il faut revoir, par exemple, la loi de 2017 sur l'autorisation d'un policier de tirer sur quelqu'un qui est en fuite? Moi, je pense que la justice dira, en l'espèce, les circonstances qui ont conduit ce policier à tirer. Et donc, il conviendra à ce moment-là peut-être de réinterroger la loi, mais si on la réinterroge dans ce sens, il faut aussi que tous ceux qui s'en prennent à l'autorité publique, à ceux qui portent l'uniforme, aux forces de police et de gendarmerie, qu'ils soient mieux protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez que un grand nombre d'entre eux démissionnent. Vous imaginez le risque que court une société lorsque ceux qui sont chargés de la protéger doutent de l'autorité qui les commande. Donc on est face à un problème considérable. De moins en moins d'enseignants, de moins en moins de policiers, de moins en moins de... Ça n'excuse pas d'essayer d'avoir un comportement irréprochable aussi quand on est force de l'ordre. Vous savez, il y a peu de corps, mais bien sûr, il y a peu de corps qui sont aussi contrôlés que celui de la police. Et quand des fautes sont commises, elles doivent être sévèrement sanctionnées parce qu'il en va de la crédibilité de la force légale, bien sûr. Mais les policiers en sont parfaitement conscients. Et tous. Parce que Marine Tondelier disait hier à ce micro, il y a du racisme dans la police. Et la police tue. Moi, je pense que les responsables politiques qui se livrent à des critiques généralistes sur la police sont proprement irresponsables parce que jeter le discrédit sur l'ensemble des policiers alors que leur mission est terriblement difficile est le plus sûr moyen d'entretenir les conflits, les désordres, les mises en cause, le refus de l'autorité publique. Donc soyons, quand on est un responsable politique, soyons extrêmement vigilants sur la portée de nos propos. C'est une déclaration qui attise, quoi, vous voulez dire? Rien ne doit être dit qui puisse mettre en cause la police en général. Ce policier, les circonstances seront très précisément étudiée. Je suis convaincue que s'il y a faute, elle sera sévèrement sanctionnée. Mais attention aux propos qui généraliseraient la mise en cause de nos policiers, qui encore une fois font un travail extraordinairement difficile. Oui. Autre sujet, Annie Genevard, vous êtes secrétaire générale des Républicains, je rappelle. Aujourd'hui, le Conseil d'État doit rendre sa décision sur le recours qui porte sur le port du hijab dans le football féminin. Dans un premier temps, on a cru comprendre que, et on l'a compris, le rapporteur
déclaré qu'il n'y avait pas de prosélytisme et pas de provocation. Grosso modo, finalement, ces hijabeuses peuvent porter leur foulard. Qu'en pensez-vous ? D'abord, c'est l'avis du rapporteur, ça n'est pas l'avis du Conseil d'État. On attend avec impatience l'avis du Conseil d'État. Bon, moi, je ne veux pas remettre en cause cette institution majeure de notre République, mais enfin, on voit bien qu'il y a un réel problème. On avait, avec les Républicains et Éric Ciotti en particulier, déposé des amendements lors de la loi dite séparatisme pour interdire le port de signes religieux ostentatoires dans les lieux de pratique sportive et dans les compétitions sportives, parce qu'on voit bien que le sport est un lieu d'entrisme du prosélytisme islamiste, et il faut mettre un coup d'arrêt. Tous les responsables sportifs vous le diront. Aujourd'hui, la religion est entrée dans le domaine du sport où elle n'a rien à faire. Et les idéologues fréristes savent bien que c'est une façon de prendre, d'avoir une emprise sur les jeunes que d'investir les lieux de sport. Oui. Donc pour moi, le hijab, c'est tout sauf un signe d'émancipation des femmes. Et oui, mais quand des femmes veulent porter ce hijab, et si elles veulent pratiquer le sport, elles ne peuvent pas. Enfin, en tout cas, le football dans ces conditions. Donc, non. Pardonnez-moi, Patrick Roger, mais je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder le sujet. La question, elle l'aborde comme ça. Oui, elle l'aborde comme ça, mais sous couvert de liberté, en réalité, c'est une démarche d'islam politique. C'est vouloir dire nous imposons nos règles, alors que dans le domaine du sport, l'égalité d'une part et la laïcité d'autre part sont la règle. Oui, mais il faudrait, comme le disait Marine Tondelier, même si elle a un peu confondu les choses hier, il faudrait interdire les signes de croix des joueurs qui rentrent sur le terrain, ou même quand ils invoquent Allah aussi après un but marqué. Mais je crois que dans l'affaire du hijab, ça va bien au-delà que le port discret d'une médaille ou d'une croix ou d'un simple geste, quoi qu'on en pense. Là, c'est vraiment manifester une volonté d'imposer une règle dont on ne veut pas. Nous sommes pour la liberté des femmes, pour la liberté d'aller tête nue. Songez qu'en Iran, les femmes meurent pour ça. Alors, on ne peut pas avoir un double discours. On ne peut pas soutenir les femmes iraniennes persécutées par le régime des mollahs qui veut imposer aux femmes une vie faite de privation de liberté et d'instruction, et puis en France revendiquer une pseudo-liberté de s'assujettir à des règles imposées par des hommes qui ne veulent rien d'autre que... Il y a aussi des femmes qui veulent porter le hijab, et pas forcément imposées par des hommes. Alors d'abord, moi je voudrais dire que là on parle du port du hijab dans les compétitions sportives et dans les lieux de sport. Donc c'est un peu différent. Il y a un bras de fer qui est engagé clairement avec les islamistes qui veulent imposer leurs règles. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Et si le Conseil d'État donne raison aux hijabeuses, alors quelle conclusion vous en tirez ? Moi je crois qu'il faudra revenir à la question de la loi, c'est-à-dire légiférer. Jacques Chirac n'a pas tremblé quand il s'est agi de dire pas de voile à l'école. C'est aussi la question de l'abaya. On voit bien que le développement du port de l'abaya dans les établissements scolaires, c'est exactement la même démarche de vouloir investir des lieux de culture, des lieux d'apprentissage, des lieux de pratique sportive par les frères musulmans qui veulent montrer par là leur volonté d'emprise sur la société. Certains disent que l'abaya n'est pas une tenue religieuse, quoi. C'est ce qu'ils disent, quoi. En tout cas, celle qui le porte le revendique comme tel. Annie Genevard, un mot aussi sur le débat sur l'immigration. Alors, il devait se tenir et commencer finalement là, avant les vacances. Il est reporté à l'automne. Vous en êtes où, vous, chez les LR ? Est-ce qu'il y aura aussi du compromis avec, par exemple, au sein des LR et avec le gouvernement ? Depuis des mois, le gouvernement tergiverse, propose un texte, le retire, le suspend, l'annonce, un texte, plusieurs textes. Enfin, on voit bien que la doctrine n'est pas claire et que le chemin n'est pas très bien tracé en la matière. Nous avons dit, nous posons 2 textes sur la table. Un texte de réforme constitutionnelle pour donner aux législateurs la possibilité de légiférer sur certaines questions, par exemple la question des quotas, et puis un texte de loi simple qui décline tout un tas de mesures. On a travaillé très sérieusement
sérieusement, sur la base du rapport de François-Noël Buffet, le sénateur très spécialiste de ces questions, sur la base d'un texte de loi qu'avait proposé Éric Ciotti en 2017. Nous l'avons enrichi en fonction aussi des nécessités du moment, et nous avons posé vraiment 2 textes solides, puissants, précis, opérationnels. Parce qu'il y a des sujets qu'il faut traiter impérativement. Après, nous, notre proposition est sur la table. Au gouvernement de s'en saisir. Le gouvernement reconnaît aujourd'hui un problème majeur en matière d'immigration. Donc il pourrait y avoir un compromis si le gouvernement s'en saisit ou pas, ou alors vous irez vers le 49.3. Nous, on va faire nos propositions et on va challenger le gouvernement sur ces sujets. On peut pas faire de l'eau tiède dans la matière. Le précédent, vous savez, il y a eu énormément de textes de loi sur l'immigration. Aucun ne s'est révélé efficace parce qu'aucun n'a été suffisamment solide pour cela. Bon, en attendant donc d'étudier ce projet de loi sur l'immigration qui va être retardé à l'automne, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de bruit là autour d'un remaniement, est-ce qu'il y a la possibilité que des LR participent à un nouveau gouvernement s'il y avait un remaniement ? Écoutez, l'avenir le dira, mais moi je n'ai pas senti que le gouvernement, d'une part, était très désireux de cela. Mais vous ne fermez pas la porte. Non, je ne crois pas que dans nos rangs, nous voyons un intérêt politique à quelques débauchages ponctuels qui ne changeraient pas la politique qui est conduite. Parce que un responsable politique, quel est son rôle ? C'est de proposer une alternative et une alternance aussi. Si c'est pour entrer dans un gouvernement, pour conduire une politique avec laquelle on n'est pas d'accord, vous voyez bien que dans ce cas-là, l'intérêt... Bon, mais vous pensez qu'il y a des tentatives de débauchage en ce moment alors ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Bon, attendez, vous êtes informé quand même. Mais écoutez, il y a quelques voix qui ont pu s'élever pour dire ne faut-il pas réfléchir à une coalition, ce qui est Nicolas Sarkozy lui-même, ce qui n'est pas votre ancien leader. Oui, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que quelques... Il a tort ? Que quelques débauchages. Il a tort. Il a le droit d'exprimer son avis. Ça n'est pas la réponse de notre famille politique. Nous avons dit clairement. Donc il n'a plus d'influence sur vous. Écoutez, il garde l'amitié d'un certain nombre d'entre nous. Ça a été quand même notre dernier président de la République. Donc on lui garde pour cela une reconnaissance et pour certains une affection. Mais son analyse politique n'est pas celle que nous conduisons à LR. Merci Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains et députée du Doubs, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Dans un instant, nous continuons et nous revenons sur Nanterre avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vous, évidemment, au 0826 300 300. Si vous avez d'ailleurs été témoin cette nuit, n'hésitez pas, vous nous appelez au standard et vous aurez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio.